Bonjour et bienvenue à une autre belle journée sur YouTube. Aujourd'hui, je vais tenter d'expliquer pourquoi il y a des divergences d'opinion quand on discute des enjeux politiques, sociaux, économiques et même spirituels. Il y a une multitude de raisons, mais ici je me concentre sur une, l'époque. Ouais. Comme nos grands-parents, nos parents, nos enfants n'ont pas été élevés à la même époque, puis n'ont donc pas la même vision des choses. Par exemple, mon grand-père il est né autour de 1920. C'est une génération écrasée. Son enfance a été baignée dans le souvenir taraudant de la blessure sanglante de 14-18, de ses massacres, des souffrances du continent, d'un héroïsme presque vain puis bien lourd à porter. Après que la crise de 1929 eut assommé les économies, son adolescence a vu s'évanouir la prospérité puis la vie légère qui s'était dessinée. Les tambours de la guerre recommencèrent à battre, annonçant la prochaine boucherie. Puis le retour du canon a volé la jeunesse de ce temps-là, la jetant dans la peur, la misère, le combat, la tristesse de l'oppression, la confrontant au visage glacé de l'inhumanité. On peut pas comprendre le problème à résoudre dans ce début de troisième millénaire si on oublie la jeunesse gâchée des jeunes hommes et femmes de cette génération-là, dans les pays d'Occident, de Russie surtout, puis du Japon. Puis de l'ardeur qu'ils ont porté quand est venu ce qu'on a appelé en France la libération, et qui a bien été une pour tout le monde dans le fond. Enfin, le vertige de la guerre semblait conjuré. On allait pouvoir vivre, aimer, travailler, sans que l'horizon soit voilé par les nuages noirs du destin. Le destin était bleu, comme l'infini. Ce fut ce qu'un économiste enthousiaste et chaleureux a dénommé les 30 Glorieuses. 3 décennies marquées par une expansion de la richesse matérielle sans précédent dans l'histoire. Pour cette génération-là, le capitalisme, c'est bon. Mon père, lui, est né dans les années 50, début des années 50. Une génération comblée, ça aussi. Même quand ça allait durement, ça allait bien. On passait de merveille en merveille dans un monde encore imprégné d'une douceur campagnarde qui se faisait sentir jusqu'au cœur des villes. En découvrant le réfrigérateur, la machine à laver, la voiture, la télévision en couleur, s'il vous plaît, des gadgets de toutes sortes, là. Et puis, tout autant, une excitation générale et drôle animait une politique passionnée, une musique toujours plus inventive, qui faisait croire qu'on allait changer le monde. La pilule contraceptive ouvrait des portes interdites. Même la menace soviétique, l'idée d'une guerre nucléaire totale, ajoutait à l'euphorie ambiante une note d'anxiété qui électrisait. Mais cette génération a grandi comme si son enfance devait durer pour toujours. Et a pris pour acquis ce qui était un moment d'histoire. Ainsi, on a continué à produire, travailler, consommer, sans voir que nos joyeuses lumières de Noël perdaient de leur couleur, que nos ambitions s'effritaient, puis que notre candeur juvénile se transformait en égoïsme sinistre. On a accumulé une invraisemblable montagne d'avoir, sans comprendre que notre être s'abîmait. Mon plus petit frère, il est né en 1980. Ça, c'est une génération qui est incertaine. Choyée, entourée, confortable. L'informatique changeait le décor du monde. Les vieilles allégeances politiques, religieuses et syndicales étaient rangées au magasin des accessoires. La publicité était promue nouvel art. Reagan refaisait l'Amérique, l'URSS s'effondrait, puis Clinton lui faisait sourire la mondialisation. On découvrait le voyage aux 4 coins de la planète, puis l'histoire était, disait-on, terminée. Gavés de télévision, les enfants rois devenus individus hyper libres, cette génération fait se croire sans souci. Et comme le pays des 4 jeudis où a échoué Pinocchio, le rêve se révèle une tromperie. Les parents gâteaux sont en fait des matérialistes avides. La riante société du spectacle célèbre la pornographie et le sport mercantile. Le mépris affiché pour la politique se dévoile comme l'arme de la domination. Et tous les gadgets, finalement, ne sont pas si drôles. La crise écologique, surtout, qui fait rouler ces nuages sombres dans le ciel qui s'obscurcit.
L'économie signale la fin des temps faciles. On leur avait promis la lune, et ils découvrent le bourbier. On peut voir que ils n'ont pas vécu la même chose. Hein. Quand on parle de nos grands-parents, on parle de nos parents, on parle de nos petits frères ou de nos enfants, on voit qu'ils ont vécu une réalité complètement différente l'une de l'autre. Pour certains, le capitalisme, c'était l'aboutissement de l'humanité. C'était comme les promesses de la pleine lune, justement. Puis, avec raison, ces gens-là ont vu comme leur niveau de vie passer de la toilette dans le fond de la cour à avoir une télévision couleur dans la maison. Ils ont vu toute l'innovation puis tous les bienfaits du capitalisme. Les plus jeunes, eux, ils se ramassent avec tous les dégâts. Ils se réveillent, puis il faut qu'ils dealent avec une dette à n'en plus finir, des dommages à l'environnement qui rendent notre milieu désagréable d'une certaine façon. C'est plus ce que c'était à la pêche, hein? Mais faut-il se plaindre? Non. Cette génération doit relever le plus grand défi qu'ait eu à connaître l'humanité. Empêcher que la crise écologique, qui est à la rencontre de l'espèce avec ses limites de la biosphère, qu'elle s'aggrave et qu'elle conduise l'humanité au chaos. Faut sauver la liberté contre la tentation de l'autorité. Inventer une économie en harmonie avec la planète. Semer les plantes de l'avenir pour que les générations prochaines fassent fleurir à leur façon les sociétés du 3e millénaire. Ce n'est pas la fin de l'histoire, c'est le début d'une nouvelle histoire. C'est une tâche magnifique, impressionnante, mais incertaine, bien sûr. Votre vie ne sera pas simple, mais elle sera dense. Il y a 2 ans, Hervé Kempf écrivait « Nous sommes entrés dans un état de crise écologique durable et planétaire. Elle devrait se traduire par un ébranlement prochain du système économique mondial. » Quelques mois plus tard, à l'été 2007, la crise financière commençait, amorçant une crise économique qui n'est que l'adaptation nécessaire de nos systèmes aux secousses de la biosphère. Moi aussi, depuis 1997, que je dis aux gens qu'on s'en va vers une crise économique mondiale. Et puis c'est pas parce que j'ai une boule de cristal, je suis pas devin, je suis pas plus brillant qu'un autre, mais j'avais vu le documentaire The Money Masters and How International Bankers Gain Control of America. Et puis c'est là que j'ai compris la réserve fractionnaire, le système monétaire actuel qui est un système d'endettement, d'appauvrissement. Alors c'était inévitable, c'est comme les Chinois disent, si on continue à marcher dans la même direction, on va probablement arriver là où on s'en va. On s'en allait vers une crise mondiale avec un système d'endettement, puis c'est ça qui est arrivé. On n'a pas besoin d'être devin, c'était inévitable. Mais rien ne serait pire que de laisser l'oligarchie, face aux difficultés, recourir aux vieux remèdes, à une relance massive, à la reconstitution de l'ordre antérieur. Le moment est venu de sortir du capitalisme, en plaçant l'urgence écologique et la justice sociale au cœur du projet politique. Mais faut-il se plaindre? Non! Nous vivons à une époque incroyable, celle où tout peut arriver, même le pire, et nous avons une chance inouïe de faire la différence. Si nous nous en sortons, ceux qui auront contribué seront ceux qui auront relevé le plus grand défi que l'humanité n'ait affronté. Une tâche que personne ne peut arriver à accomplir tout seul. C'est pourquoi votre grain de sel est si important. C'est tout ce que nous avons. Chaque petit grain de sel que nous y mettons se rajoute à ceux des autres et c'est tous ensemble que nous passerons à travers cette crise sociale, énergétique et environnementale sans précédent.